Alors, récemment, on a pas mal parlé de cette bataille cruciale d'Okrasama et bien sûr du grand vainqueur Oda Nobunaga. Oui, une figure incontournable. Exactement. Mais aujourd'hui, on va prendre un peu de recul, s'installer tranquillement et découvrir l'histoire de l'autre acteur majeur de cette bataille. Celui qui a été vaincu, Imagawa Yoshimoto. C'est une invitation à plonger dans le Japon de l'époque Sengoku. Une histoire à écouter. Et c'est important, je pense, parce que l'histoire, on le sait, elle est souvent écrite par les vainqueurs. Et pour Yoshimoto, ça n'a pas été tendre. Hein. Non, c'est clair. Sa défaite écrasante a vraiment figé son image. On le voit souvent comme un personnage un peu naïf, voire un peu ridicule dans les fictions, les films, les jeux vidéo. C'est tout à fait ça. Du coup, notre mission aujourd'hui, si on peut dire, c'est d'aller voir un peu au-delà de cette caricature. Exactement. Grâce aux sources historiques, on va essayer de brosser un portrait plus juste, plus nuancé de ce daimyo, qui était en réalité une figure majeure de son temps. Il faut oublier un peu les idées reçues et juste écouter son histoire. Volontiers. Alors, Imagawa Yoshimoto, pour le situer, né en 1519, mort en 1560, c'était le 11e chef du clan Imagawa, et attention, pas n'importe quel clan. Ah non, non. Non, une lignée prestigieuse, liée au Minamoto, au Takeda aussi. C'était un homme qui, à son apogée, contrôlait quand même 3 provinces. 3 provinces. Oui, Suruga, Totomi et Mikawa. Et on le surnommait le meilleur archer de la Tokaido. Bon, ça cadre pas vraiment avec l'image du simple perdant. Non, effectivement. Alors, commençons par le début, si vous voulez bien. Yoshimoto, il n'était pas destiné à diriger au départ, n'est-ce pas? Il a passé une partie de sa jeunesse dans un monastère. C'est ça. En fait, sous le nom de Shogaku Jomo, il a vécu dans un temple bouddhiste. Et c'est là qu'il a reçu une éducation très poussée. Et surtout, il a eu un maître essentiel, qu'on va retrouver souvent, le stratège Taigen Sesai. Ah, Taigen Sesai, un nom à retenir. Absolument. Ce n'est qu'à la mort de son frère aîné, Ujihiro, qu'il a quitté la vie monastique pour revenir aux affaires du clan. D'accord. Mais ce retour, ça n'a pas été simple, j'imagine. La succession a été contestée, il y a eu des troubles. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la révolte de Hanakura. En fait, Ujihiro est mort sans désigner clairement d'héritier. Et un autre frère, Genko Etan. Encore un frère. Oui, soutenu par une famille vassale puissante, les Fukushima, a revendiqué la place. Mais Yoshimoto, lui, était considéré comme l'héritier légitime. Il avait le soutien de Taigen Sesai et d'autres vassaux importants. Donc il a dû se battre? Oui, il a dû se battre pour prendre la tête du clan. Il l'a emporté finalement en 1536. Etan a été contraint au suicide. Et c'est à ce moment-là qu'il prend officiellement le nom de Yoshimoto. D'ailleurs, petit détail, il adopte un caractère du nom du shogun de l'époque, Ashikaga Yoshiharu. Ah oui, un signe d'allégeance, ou d'ambition déjà. Sans doute un peu des deux. Une fois au pouvoir alors, il semble avoir été très actif, surtout sur le plan diplomatique, non? Il a même changé la politique de ses prédécesseurs. Absolument, c'est un point clé. Contrairement à son père et son frère, qui étaient plutôt hostiles au clan Takeda. Les voisins puissants, hein. Voilà. Lui, Yoshimoto, il cherche le rapprochement. Et il va orchestrer des mariages très stratégiques. D'abord, il épouse Teiin, la fille de Takeda Nobutora, le chef des Takeda. D'accord. Ensuite, il marie le fils de Nobutora, le fameux Takeda Shingen, à une noble de Kyoto. Du coup, il devient le beau-frère de Takeda Shingen, mais aussi de Hojo Ujiyasu, un autre grand daimyo. Incroyable. D'ennemis, les Imagawa et Takeda deviennent alliés. C'est ça, un vrai renversement. Et ces alliances, ça a dû renforcer sa position de manière considérable. Mais ça n'a pas créé quelques tensions ailleurs? Je pense aux Hojo, justement. Ils étaient alliés des Imagawa avant, non? Et ennemis des Takeda? Très bonne remarque. Effectivement, ça n'a pas plu à tout le monde. Cette alliance avec les Takeda a provoqué la colère des Hojo. Et il y a eu des conflits à l'est de Suruga, sur la frontière. Logique. Mais ce qui est intéressant, c'est que Yoshimoto a tenu bon. Et même mieux, quelques années plus tard, il réussit un coup diplomatique majeur. Lequel? La fameuse Triple Alliance, l'alliance de Jotoku. Il réunit les Imagawa, les Takeda et les Hojo. Les trois ensemble, mais comment? Un travail diplomatique de longue haleine, sans doute avec l'aide de Sesai. Mais le résultat est là. Il sécurise tout son flanc est. C'est ça qui va lui préparer le terrain pour ses ambitions futures. Un vrai coup de maître. Impressionnant. Un diplomate hors pair, donc. Et au-delà de ça, la gestion de ses propres terres,
C'était un bon administrateur aussi? Oui, remarquable même. Pour l'époque, toujours avec l'aide de Taijen Sesai, et il ne faut pas oublier sa mère, Jukeni, qui était une femme très influente aussi. Ah, une figure maternelle importante. Oui. Il a mené des réformes intérieures importantes, par exemple des inspections cadastrales, les kinshi, pour mieux connaître les terres et donc améliorer la fiscalité. Une base essentielle. Exactement. Il a aussi développé le commerce, sécurisé les ports, encouragé l'exploitation des mines. Bref, sous sa direction, les provinces de Suruga, Totomi et Mikawa ont vraiment prospéré. Et ça représentait quoi en termes de richesse? On parle d'un revenu de plus d'1 million de koku de riz. C'était considérable. C'est cette puissance économique qui lui vaut son surnom d'ailleurs, et qui le place comme un rival très sérieux face aux autres grands daimyo. D'accord. Et on ne peut pas parler de Yoshimoto sans évoquer son lien avec une autre figure historique majeure, Tokugawa Ieyasu. Effectivement, lien absolument fondamental. Bon, à l'époque, il s'appelait Matsudaira Motoyasu, il était tout jeune. Oui. Son père, Matsudaira Hirotada, qui était le seigneur de Mikawa, est assassiné en 1549. Et le jeune Motoyasu est alors placé sous la protection, bon, en réalité sous la tutelle très serrée, presque en otage, d'Imagawa Yoshimoto. Une pratique courante à l'époque pour contrôler un voisin. Tout à fait. Mais Yoshimoto va quand même veiller à son éducation. C'est encore Taijen Sesai qui s'en charge. Et plus tard, il arrange son mariage avec la fille d'un de ses vassaux importants, Sekiguchi Tikanaga. Et c'était une manière d'assurer son contrôle sur la province de Mikawa, c'est ça? Exactement. Mikawa était stratégique, coincé entre les Imagawa et les Oda. En contrôlant Motoyasu, Yoshimoto contrôlait Mikawa. Donc, avec ses alliances solides à l'Est, ce contrôle sur Mikawa, Yoshimoto commence à voir plus grand, j'imagine. Pour quelle raison? Influencer le shogunat? Le remplacer? Probablement pour influencer, voire, oui, peut-être remplacer le shogunat Ashikaga qui était vraiment en déclin. La triple alliance de Jotoku, qui est consolidée vers 1554, lui donne justement cette sécurité sur ses arrières. Il a les mains libres pour envisager cette campagne vers l'ouest. Et c'est dans ce contexte précis qu'arrive la fameuse campagne de 1560, celle qui va mal tourner. Exactement. En mai 1560, Yoshimoto pense que le moment est venu. Il mobilise cette armée impressionnante dont on parlait, environ 25 000 hommes. Énorme. Oui, pour envahir la province d'Owari, qui est tenue donc par ce jeune daimyo encore assez peu connu, Oda Nobunaga, qu'il voit sans doute comme une formalité. La suite est malheureusement célèbre pour lui. Mais comment un chef aussi expérimenté, avec une telle supériorité numérique, a-t-il pu être surpris comme ça? C'est la grande question. Au début, tout se passe bien pour lui. Il avance, prend des forts, il pense que Nobunaga est coincé dans son château de Kiyozu, incapable de réagir. Il devient trop confiant. Probablement. Excès de confiance, oui. Il fait une halte dans une gorge, Dengaku-Azama, près d'Okerazama. Il se détend, peut-être même qu'il organise un banquet pour fêter les premières victoires. Et pendant ce temps, Pendant ce temps, Nobunaga, avec ses 3000 hommes à tout casser, décide de tout risquer. Une attaque surprise, audacieuse, presque suicidaire sur le papier. et l'audace paie. Terriblement. Ils profitent d'un orage en plus pour masquer leur approche. L'attaque éclair de Nobunaga sème une panique totale dans le coin Imagawa. Yoshimoto est complètement surpris. Il est tué au combat. Oui, tué au combat, dans la mêlée. Par deux samouraïs de Nobunaga, Hattori Koeta et Mori Shinsuke. Et avec la mort du chef, l'immense armée Imagawa se désintègre quasi instantanément. C'est la déroute. Incroyable retournement. Foudroyant. Un détail intéressant quand même, Nobunaga fera preuve d'un certain respect. Après coup, il fera ériger un tumulus et organiser une cérémonie funéraire pour Yoshimoto. Un geste de la part du vainqueur. Mais la mort de Yoshimoto, ça marque la fin des ambitions Imagawa, j'imagine. Ah ouais, la fin brutale. Le déclin est extrêmement rapide. Son fils, Sugizane, qui avait hérité techniquement en 1558 mais sous la tutelle de son père, se révèle incapable de maintenir la puissance du clan. Il n'a pas la stature de son père. Non. Et les conséquences sont immédiates. Matsudaira Motoyasu, le futur Ieyasu, qui était là otage et vassal. Il en profite. Exactement. Dès 1562, il proclame son indépendance. Et surtout, il s'allie avec Nobunaga, l'alliance de Kiyosu. Le coup de grâce pour les Imagawa. Oui, pris en étau, affaibli, le clan Imagawa finit par être démantelé quelques années plus tard, attaqué à la fois par Takeda Shingen et par Motoyasu, l'ancien protégé.
Terrible ironie. Ce qui nous ramène à son image posthume, dont on parlait au début. C'est fou comme cette seule défaite a pu tout effacer, ou presque. C'est vraiment ça, malheureusement. Dès l'époque d'Edo, juste après, on commence à le dépeindre comme ça, l'aristocrate un peu décadent, plus intéressé par la culture raffinée de Kyoto, la poésie, le thé, que par la guerre. L'image du noble dépassé par les événements. Voilà, une image qui arrangeait bien les vainqueurs et qui a été reprise, amplifiée par les romans, les films, etc., jusqu'à aujourd'hui. Mais les sources, les faits qu'on a évoqués suggèrent quand même une autre réalité. Absolument. Alors oui, il aimait sans doute la culture, les arts, comme beaucoup de daimyos de son rang, mais c'est très exagéré de le réduire à ça. Son administration, sa diplomatie, sa capacité à étendre et à gérer son domaine, ça montre une réelle compétence politique et militaire. Il ne faut pas oublier le rôle de ses conseillers, comme Taigen Sesai, et de sa mère Jukaini, bien sûr. Leur rôle a été crucial, c'est certain. Mais Yoshimoto était bien le daimyo à la tête de cette puissance régionale. Sa défaite à Okeazama, oui, elle fut spectaculaire, décisive, mais elle ne devrait pas occulter tout le reste de son parcours qui était loin d'être celui d'un incompétent. Voilà donc. L'histoire d'Imagawa Yoshimoto. Un parcours fascinant quand on y pense. D'un jeune moine à l'un des daimyos les plus puissants du Japon Sengoku, Un bâtisseur d'alliances, un administrateur compétent. dont l'ambition a été brisée net par une seule bataille perdue. C'est une figure bien plus complexe que le simple vaincu d'Okeazama finalement. Tout à fait. Et comprendre Yoshimoto, c'est aussi mieux comprendre cette période si troublée du Japon. C'est voir comment les alliances se faisaient, se défaisaient, comment le pouvoir se construisait, mais aussi à quel point il pouvait être fragile. C'est un rappel que l'histoire m'est pleine de nuances. Et que les destins peuvent basculer sur un seul événement, un coup du sort, une erreur. Et ça, les songeurs, on ne peut s'empêcher de se demander si Yoshimoto, ce jour de mai 1560, avait été plus prudent à Okaezama, s'il avait gagné cette bataille, ce qui semblait probable. Comment le destin du Japon aurait-il été différent? Est-ce que le clan Imagawa aurait pu continuer sa marche, peut-être même unifier le pays à la place de Oda Nobunaga? Une grande question uchronique. Une question qui restera sans réponse, évidemment, mais qui invite à réfléchir sur ces tourments de l'histoire. Merci de nous avoir écoutés pour cette exploration.